C'est le leader humaniste par excellence. Et pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est lui. Et depuis toujours, il imagine, il crée, il pense humain avec toujours un temps d'avance. Du Club Med à Mama Shelter, de Casa Barbara à Oh Baby, il n'a qu'un credo, aider les femmes et les hommes avec qui il travaille à s'élever et à grandir. Ça nous va bien, ça. Il sait ce que c'est que l'esprit de famille. La sienne est soudée, créative et entreprenante, et toutes les familles qu'il a su créer lors de ses aventures entrepreneuriales. Ce livre que vous voyez, que nous vous avons remis, Trigano Loves You, on est le témoin. Aujourd'hui, on accueille Serge Trigano, pour qui l'hospitalité n'est pas qu'un mot, mais une philosophie de vie. Et avec l'optimisme qui le caractérise, nous allons nous sentir, comme on dit, rassérénés et énergisés. Alors merci Serge de m'être fidèle, et merci d'être à nos côtés. C'est un privilège. Serge Trigano. Voilà, on a que des belles personnes à DP1, c'est ça, c'est le principe, hein, Jean-Pierre, hein, voilà. C'est pour ça que ça a été créé. Serge, je t'en prie, assieds-toi. On va passer une heure ensemble avec nos amis. Je le disais, c'est un privilège de t'avoir à nos côtés. D'abord, comment ça va? Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur ce parcours enthousiaste entre bascule et rebond, puisque c'est la thématique de notre colloque ici à Avignon en 2023. Revenir sur l'aventure du club, déjà, ce bouquin, vous allez voir, vous allez vous passionner, il est plein d'anecdotes croustillantes, de photos. Une aventure formidable, je disais l'école de l'humain, Serge, le club. Oui, le club, c'est une aventure inimaginable qui commence en 1950. C'est Gérard Blitz, l'homme qui a l'idée de créer le club. Gérard Blitz est un sportif diamantaire belge qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est retrouvé avec une mission donnée par le gouvernement belge d'accueillir les gens qui sortaient des camps de concentration pour les aider à revivre doucement. Et puis en 1950, il se dit j'ai envie d'aller un peu plus loin et d'apporter du bonheur aux gens. Et il a envie de créer ce fameux club méditerranéen. Il n'a pas d'argent. Le premier village va être à Alcudia, aux Baléares. Il va être en tente de camping. Et donc, il cherche un fournisseur de matériel de camping. Il va au ministère de l'Industrie et de l'Économie de l'époque. On lui donne un book avec toutes les sociétés qui font du matériel de camping. Et puis, il voit société machin, société truc. Et puis, il voit société Trigano Père et Fils. Et il dit autant faire avec une famille. Il prend son téléphone. Et c'est là que la magie se passe. Il téléphone et c'est Gilbert, mon père, qui lui répond. Et Gérard lui dit, voilà, je vais créer un village de vacances, je n'ai pas d'argent pour louer vos tentes, est-ce que vous pouvez m'aider? Et Gilbert lui dit, venez. À l'époque, le magasin était avenue Jean Jaurès à Paris. Et Gérard explique son concept à Gilbert, et Gilbert dit, on va vous prêter les tentes. Et puis après, Gilbert va progressivement prendre la présidence du club, Gérard va se retirer, et Gilbert en fera ce qui est devenu le club. La guerre venait de se finir, les gens avaient souffert 1000 privations, et donc l'idée de Gilbert, de Gérard, c'est qu'il faut apporter un peu de bonheur aux gens, quoi. C'est une association à but non lucratif. Les gens mettent 3 semaines pour arriver dans les villages, ou 8 jours de train, ou 3 jours de train. Enfin, c'est très très long. Ils sont dans des compartiments de la SNCF de 8, et c'est pour ça qu'après on a mis l'étape de 8, parce qu'on a voulu garder l'idée d'être à 8 ensemble et de pouvoir partager un petit peu. Pas mal l'anecdote, hein, ça on peut la ressortir aussi, celle-là. Et puis progressivement, voilà, ils avaient envie de faire du sport, de faire des rencontres, de faire de bons repas. Et le club répond à ça. Et puis, je crois que l'idée de génie de Gilbert, c'est d'avoir à la fois fait évoluer le concept, qui est au départ un concept pour des célibataires qui venaient faire la fête, qui vont, et c'est la vie, font des enfants. Et donc, il a créé les formules famille. Et puis surtout de mondialiser le club, qui était en 90 la première marque mondiale dans le tourisme et dans l'univers des vacances. L'idée de génie, c'est de se dire ce concept peut plaire aux gens du monde entier. Il va au Japon, il explique aux Japonais qu'un jour il faudra partir en vacances. Les Japonais lui disent, vous êtes des fous furieux, jamais on partira en vacances, c'est pas bien, c'est une honte pour notre compagnie, jusqu'au jour
où le Premier ministre du Japon dit « Messieurs, il faut partir en vacances ». Et là, le gars qui avait interviewé Gilbert dit « Attendez, il y avait un fou, là, un Français qui était venu un jour, il faut le rappeler ». Il le rappelle et il dit « Monsieur Trigano », Gilbert rebalance son truc. Et les gars disent « Formidable » et on rachète un village pour faire un village du club au Japon. Et le club est devenu le premier organisateur de vacances non japonais au Japon. Même truc aux États-Unis, où le club s'implante à Fort-Royal, à la Caravelle, en Guadeloupe et autres, et en Polynésie aussi. Et au milieu des années 60, il y a un journaliste qui se pointe au club. À l'époque, il n'y avait pas d'attaché de presse. Et le journaliste va dans les bureaux de la bourse et dit « Voilà, je voudrais partir, je suis américain. Je ne connais pas votre truc, je voudrais partir. » Bon, à l'époque, les mecs lui disent bah, « Écoutez, on est mercredi, demain c'est jeudi, il y a un vol pour Corfou, partez à Corfou, on lui donne un billet, il part, on n'entend plus parler de lui. » Bon. Et puis 3 mois après, le même gars revient, il dit « Écoutez, voilà, j'aimerais bien... » Celui-là, il est un peu gonflé. Bon, demain c'est Agadir, allez, partez à Agadir. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et puis 8 mois après, en pleine nuit, le patron d'American Express appelle Gilbert et dit « Écoute, il se passe un truc que j'ai jamais vu. » Life Magazine, qui à l'époque était la référence aux États-Unis, vient de sortir, 12 pages sur le club. Le gars était en fait le rédacteur en chef de Life, tombé amoureux du club, avait fait un truc dithyrambique en disant ces Français ont réinventé les vacances. Et là, il a fallu accélérer le développement. Voilà, le club s'est aussi fait un peu d'opportunisme et en même temps avec une vraie stratégie de partir à la conquête du monde. Et puis ce coup d'avance. Tu disais tout à l'heure que la rencontre avec ton père, Serge, c'était aussi parce qu'il y avait une histoire de famille. Aujourd'hui, nos amis dirigeants d'entreprise, dirigeants de ressources humaines, de richesses humaines, parlent beaucoup de ce collectif, de ces individualités, de ces talents individuels au service de la réussite collective. La notion de famille, elle est Trigano loves you, famille, tribu, c'est ça le club aussi. Hein. Oui, il y avait au club, comme il y a aujourd'hui au Mama Shelter, une dimension affective. Il y a quelque chose qui se crée. Je crois, quand tu parles de bascule, que la bascule là, ça a été de se dire on peut traiter les gens qui travaillent dans le tourisme, dans l'hôtellerie, avec beaucoup de respect. Hein. On peut faire en sorte qu'ils soient fiers de travailler dans ce poste-là. Et c'est un peu ce qui a été fait. Alors on peut se moquer des géos, il y a eu le film des bronzés, il y a eu tout ce qu'on veut, mais c'était des hommes et des femmes qui travaillaient. Alors à l'époque, on travaillait 15 heures par jour, 7 jours sur 7, il n'y avait pas de RTT, il n'y avait pas de réflexion sur la retraite à l'époque. Voilà, et ces gars et ces filles avaient un vrai sentiment d'appartenance. Ils étaient fiers et heureux d'appartenir au club. Le club était aussi leur histoire, leur famille. C'était souvent des hommes et des femmes qui ou venaient au club en vacances et devenaient géos, ou étaient un peu déracinés, les gens qui ont quitté l'Afrique du Nord, les pieds noirs qu'on a retrouvés, des gens des pays de l'Est et ainsi de suite, qui progressivement se sont formés. Et surtout, je crois que la marque de force du club, c'est qu'on formait les gens sur place. On a recruté des milliers de Marocains, de Mexicains, d'Indonésiens, de Tahitiens. Très bas, l'ascenseur social. Voilà. Et c'est des métiers où on peut évoluer. Et ces gars et ces filles, alors c'était une époque, ce qui n'existe plus aujourd'hui, où on restait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Enfin, il fallait presque leur dire de temps en temps, il faut quitter le club, aller voir ailleurs. Et puis, quelque chose qui est important aussi, on parle d'engagement, on parle d'embarquer les collaborateurs. Là, il y avait ce nomadisme que tu évoques, Serge, et les personnes dévouées corps et âme pour le patron, en fait. Hein. Pour le chef de village. Hein. Je crois que le coup de génie du club, et encore une fois, j'y suis pour rien, c'est qu'effectivement, c'est un métier de nomade. Bon. Et donc, tous les 6 mois ou tous les ans, les équipes tournaient. L'idée, c'est que si on reste trop longtemps dans un hôtel, dans un restaurant, on ne voit plus ce qui se passe. On ne voit plus les saletés, on ne voit plus le personnel qui n'est pas à la hauteur et tout. Donc, alors, ça coûtait bien sûr pas mal d'argent, mais voilà, tous les 6 mois, tous les ans, la tribu tournait, une nouvelle tribu se formait dans un village. Ils arrivaient dans un lieu avec un regard neuf. Et chaque chef de village, il y a ceux qui aimaient du sport, il y a ceux qui aimaient la musique, il y a ceux qui aimaient le sexe, il y a ceux qui aimaient la boisson. Enfin, brassage, chacun avait son mode de fonctionnement. Il n'y avait pas de code, il n'y avait pratiquement rien d'écrit. C'est-à-dire quand on a commencé à écrire les standards de qualité, que les choses ont commencé à se détériorer, c'est devenu un peu plus compliqué. Tant qu'on était dans la tradition orale, ça marchait très très bien. Serge, on parle de ce club, on parle des bascules. Ah oui, tu me racontais comment ton papa, Gilbert, prenait les lieux, les spots, et disait tiens, là on va faire un village.
Écoutez, il y a une magie qu'aucun d'entre nous n'a su retrouver, c'est que Gilbert, effectivement, a trouvé centaines de lieux dans le monde, la plage du Cap Skiring, Eleuthera aux Bahamas, les Bahamas, la Guadeloupe, Phuket, Moorea, voilà. Et effectivement, il avait un don pour trouver les lieux. Sa théorie, c'était si j'ai envie de passer des vacances ici, alors les GM auront envie d'y être. C'était l'époque où il n'y avait pas besoin de faire des business plans sur 20 ans et des présentations Excel pour arriver à séduire les investisseurs qui après faisaient le crash test pour nous montrer que ça ne marche pas. Lui, il était là, il disait, voilà, c'est ici. Et il ne s'est pas trop trompé. Il remontait son pantalon, enfin on le voit, je vais retrouver une photo, et il se mettait là. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'à Punta Cana, où les gens de la Gulf Western voulaient qu'on prenne un autre terrain, il a dit je prends ce terrain-là, il avait choisi le bon terrain. Et il a acheté les terrains pour une poignée de cacahuètes, puisque bon, c'était l'époque où les terrains valaient rien, et il a fait la fortune du club comme ça. Les plus beaux emplacements, relevez votre pantalon, allez un petit peu dans l'eau et puis regardez, et voilà. Les terrains, Serge, le terrain glissant aussi. On parle de bascule. Il y a eu une bascule pour toi, personnellement, en tant que patron du club, qui a été violente. Oui, mais bon. Enfin, non, mais c'est intéressant parce que j'ai promis à mes fils de plus en parler, non, parce qu'ils trouvaient que j'en parlais trop souvent. Donc voilà. Ouais, j'ai été viré du club en 97, c'est ça que tu veux entendre. Ouais. J'ai été viré du club, voilà. Et ça a été violent parce que c'était une très belle histoire d'amour. Et quand une belle histoire d'amour se termine, elle se termine mal. Bon, et qu'il fallait casser le mythe Trigano. Et donc les attachés de presse et autres ont mis beaucoup d'attention à expliquer qu'on était des nuls, des incompétents et des incapables. Voilà. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que cette bascule, cette rupture, ça a été aussi salvateur, parce que ça a été l'occasion d'un rebond. Et tu as coutume de comparer comment on voit les choses en France et comment on voit les choses aux États-Unis. Parce que c'est ça aussi le début de l'aventure Mama Shelter. Oui, quand je suis viré en l'été 97, j'avais vécu 5 ans aux États-Unis pour m'occuper du club. Et donc on part aux États-Unis, on loue une petite maison et je discute avec des Américains, quoi. Et je raconte, ils ont été méchants avec moi, ils n'ont pas été gentils, machin truc. J'espère qu'ils vont me rappeler. Et les gars me disent, t'es un vrai con. Moi, j'étais patron du marketing de Coca-Cola, j'ai été viré, j'ai jamais été rappelé. Moi, j'ai été ceci, hein. Nous, oublie-le, ils ne te rappelleront jamais, raconte-nous plutôt ce que tu as envie de faire demain, quoi. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête mon petit scénario de pleurs et de jérémiade et de passer au futur. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, l'échec est plutôt mieux vécu qu'en France. C'est vrai qu'en France, quand vous avez été viré, ben, vous êtes marqué au fer rouge, et j'ai écrit dans le livre comment les banquiers, les mêmes banquiers qui me faisaient un pont d'or pour prendre leur argent, ne me prenaient même plus au téléphone. Bon, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'un échec permet d'apprendre, d'être meilleur et de rebondir. Et d'ailleurs, si demain, dans une nouvelle vie, je montrais une affaire de relations humaines, des virés du monde entier, pour leur donner une seconde chance, et je suis sûr que ça marcherait très bien. Un club. Alors, Serge, oui, on peut peut-être dire qui est le banquier qui t'a dit oui, qui a dit oui pour Mama Shelter. C'est les caisses d'épargne. C'est les caisses d'épargne qui ont dit oui à cette idée folle d'avoir inventé, non pas l'école, mais Mama Shelter. Raconte-nous, parce que là, on casse complètement les codes. Hein. Il y a quoi, il y a 15 ans? Oui, enfin, on a commencé à réfléchir en 2001, 2002, et on a ouvert en 2008. L'idée sur laquelle on est parti, c'était de se dire, en fait, le XXe siècle, pour le tourisme, c'était le tourisme des plages, et le club en étant la meilleure illustration. Notre sentiment, c'est que le XXIe siècle peut être le tourisme des villes. Les villes se sont réinventées, et on a, avec M. Juppé, un exemple incroyable d'une ville qui s'est complètement réinventée et qui a retrouvé une vraie jeunesse et une vraie attractivité. Merci, monsieur le maire, monsieur le Premier ministre. Et les villes se sont réinventées. Et les moyens d'accès se sont facilités, le TGV, les low cost, Internet est arrivé, et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, et que, en fait, peut-être que la tendance, on raccourcit ses vacances. Hein, pendant les années de gloire du Club Méditerranée, les gens prenaient 3 semaines de vacances. Aujourd'hui,
peu de gens prennent 3 semaines de vacances. On est sur des courts séjours. Et donc on s'est dit, il y a peut-être chose à faire sur les villes, parce que les gens vont décider le lundi, le mardi, le mercredi de partir le week-end. Ils vont aller sur Internet, trouver l'hôtel, prendre un low cost, aller écouter un concert, voir un match de foot, visiter une exposition. Voilà. Et à ce moment-là, l'offre dans les villes était une offre standardisée de grandes chaînes hôtelières. À une époque, je disais beaucoup de mal d'Accor. Bon, là, je ne vais pas le dire parce que d'abord, il y a un digne représentant d'Accor ici et qu'en plus, Accor nous a racheté, donc ça serait malvenu de les critiquer. Mais disons que ça manquait un petit peu d'énergie jusqu'à l'arrivée de Sébastien Bazin. Et puis, il y avait toute une petite hôtellerie familiale qui ne s'était pas réinventée. Voilà. Et on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire en ouvrant les hôtels sur les populations des villes dans lesquelles on serait. Et en accordant une part importante à la restauration. Alors, on va y revenir. Il y a encore l'idée de famille. C'est-à-dire que là, tu vas t'entourer de personnes et tu vas y aller en tribu pour construire ça. Commencer par tes fils. Moi, j'ai toujours travaillé en famille. J'ai travaillé au club avec mon père et ça a été ma chance absolue. Et j'ai eu la chance, quand j'ai quitté le club, que mes 2 fils m'ont dit, si tu refais un truc, on le fait avec toi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Et heureusement, parce qu'ils ont apporté la modernité. Moi, je raconte tout le temps qu'en termes de musique, mes goûts s'arrêtent à Julio Iglesias et à Charles Aznavour. Tu n'as pas changé, cher Serge. Ils m'ont expliqué que pour attirer des jeunes, il fallait peut-être être un peu différent. Voilà. Donc, ils ont apporté de la modernité là-dedans, la technologie. Et on a fait une équipe. On a eu un Philippe Stark de génie, un Cyril étonnant, un Alain Sanderins. On a essayé sur la restauration de voir des jeunes grands chefs. Et tous les jeunes grands chefs nous ont dit, moi, je ne mettrai jamais mon nom sur un restaurant rue de Bagnolet, dans le 20e arrondissement et tout. Parce que c'est ça le lieu, vous le savez sûrement, hein, du premier Mama. Le lieu est improbable. Un lieu complètement improbable, tellement improbable qu'on s'est fait jeter de la place financière de tout le monde. Et Alain Sanderins, qui avait donc ce 3 étoiles, Lucas Carton, place de la Madeleine, est venu et nous a dit, moi, si vous faites le truc, je le fais avec vous. Voilà, il nous a obligés à refaire la cuisine, mais bon, au point, on en était ruiné pour ruiner, on a refait la cuisine, et c'est lui qui nous a permis de faire une restauration. Est-ce que tu as mis ton appartement dans l'histoire, hein Moi, j'ai tout vendu. Moi, j'ai mis tout l'argent que j'avais, tout le package de départ du club, et puis j'avais acheté à l'époque de grandeur un très bel appartement à Paris. J'ai tout vendu pour arriver à alimenter le truc jusqu'au moment où la caisse est rentrée, la caisse d'épargne est rentrée. Alors, Serge, tu parles de cuisine, on va y revenir. L'idée de famille, c'est aussi en famille qu'on se chamaille et qu'on se dit mais non, on va faire comme ça. Et puis tes fils te disent mais non, on va faire comme ça. Raconte-nous les discussions en coulisses. D'abord, en famille, la chance, c'est qu'il y a une vraie confiance. Il y a une vraie relation de confiance entre les gens. Et c'est vrai, enfin, que moi, mes rapports avec Gilbert sont très différents de ce que mes fils ont comme rapport avec moi. Quand on était en conseil ou en réunion avec Gilbert, si je n'étais pas d'accord avec lui, j'aurais jamais osé l'évoquer devant les autres. Après la réunion, je lui disais j'aurais fait les choses différemment. C'est vrai que mes fils ne me gênent pas pour me dire que je suis un con, que j'ai rien compris devant tout le monde et que ça fait partie du jeu. Et c'est plutôt mieux comme ça, d'ailleurs. Je crois que c'est eux qui ont raison. Donc vous voyez, c'est vrai, on s'est engueulé. Sur quoi, par exemple? Il y a eu dans la construction du Mama. Il y a eu des discussions, est-ce qu'on met les télés dans les chambres, est-ce qu'on ne met pas les télés dans les chambres, ou est-ce qu'on met le bar ici, on ne met pas le bar ici. Comment est-ce qu'on commercialise le Mama? Est-ce qu'on passe par les réseaux d'agences de voyage classiques, ou est-ce qu'on joue la carte de l'Internet, qui était pour nous, on est en 2000-2001, hein, c'est-à-dire Internet commençait, c'était pas encore gagné. Et on a décidé de jouer cette carte-là. Donc c'était plein de petites chamailleries sur le recrutement, sur les choses comme ça. Puis à un moment donné, l'un d'entre nous l'emportait et puis on suivait. Alors la cuisine, là aussi, vous le savez, puisque vous fréquentez des hôtels un peu partout. En général, on n'a qu'une envie quand on va dans un hôtel, c'est surtout, sauf si on n'a pas le choix, c'est de ne pas manger à l'hôtel. On va vite trouver, je parle devant M. Forbrac, que je remercie Philippe d'être là, on va aller dans un hôtel, dans un restaurant à l'extérieur. Et surtout quand on habite autour de l'hôtel, on n'a pas le réflexe d'aller, tiens, on va aller dîner au Novotel, au Mercure, ou j'en sais rien, ou que sais-je. Là, c'est l'inverse. Ça aussi, c'est un pari, et vous envisagez, toi et tes équipes, une bascule dans les comportements, en fait. Oui, on se dit qu'un hôtel, ça peut aussi être un lieu de vie, et qu'on peut aussi imaginer que les gens de la ville viendraient sur le rooftop de Bordeaux, sur le bar de Los Angeles, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'était un pari. Encore une fois, ce n'était pas gagné d'avance, parce que les règles du jeu, qu'elles soient de Accor, de Hilton, de Hyatt, c'est
Ou on fait de l'hôtellerie, ou on fait de la restauration, mais on ne fait pas les deux. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, la restauration était plutôt une source de perte qu'une source de profit. Et voilà. Et nous, on a inversé les rôles. Et ce qu'on raconte, d'ailleurs, à un moment donné, quand je ne savais plus quoi raconter aux journalistes, je disais que le Mama, c'est un bar avec des chambres au-dessus. Voilà, et c'est un peu ça. Et je veux dire, aujourd'hui, dans certains mamas, 70% du chiffre d'affaires, c'est le bar et la restauration, et 30% l'hébergement, ce qui est hallucinant. Enfin, et on est en moyenne à 50-50. Donc ça plaît aux clients, parce que si je suis un touriste, un homme ou une femme d'affaires, que je viens dans un mama, comme c'est les gens de la ville qui vont être là, je vais sentir les pulsations de la ville. Quand je suis sur le rooftop de Los Angeles, à côté, il y a les gars et les filles de Netflix, de CNN qui viennent prendre un verre. Donc je sens un peu les pulsations de la ville, le pouls de la ville. Voilà. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Encore une fois, on a eu la chance avec Alain Sanderins et puis après Guy Savoie de faire une table qui plaisait, pas prétentieuse, simple, plutôt bonne. Et surtout un casting. Enfin, je veux dire, le vrai succès du Mama, comme le vrai succès du club, c'est la qualité des hommes et des femmes qui le font vivre. Parce que Stark est un génie, Sanderins est un type exceptionnel. Mais là où on a marqué la différence, c'est dans l'embauche et la formation des hommes et des femmes qui travaillent chez nous. Ouais, le fameux staff. Alors justement, ça nous amène à entrer encore plus dans le vif du sujet de cette bascule. Vous, dès 2001, c'est-à-dire 20 ans avant que les autres groupes hôteliers que tu as cités, Marriott et compagnie, réalisent que c'est porteur en termes de business. Tu envisages déjà cette bascule vers ce qu'on appelle aujourd'hui, en bon franglais, le lifestyle. Oui, il faut d'ailleurs qu'un jour on trouve un autre nom parce que c'est pas style génial. De vie. Mais c'est vrai, c'est une hôtellerie. En fait, aujourd'hui, il y a deux types d'hôtellerie. Il y a l'hôtellerie classique, et moi j'ai beaucoup de respect pour elle, hein, les Novotel, les Mercure, les Ibis ou les Hilton classiques. Et puis il y a l'hôtellerie lifestyle. Mais la bascule est en train de se faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le pipe des hôtels en construction dans le monde, je crois que c'est, d'après ce que m'a dit Sébastien Bazin, c'est entre 15 et 20% des hôtels qui sont futurs qui sont lifestyle. Donc différents, avec un style de vie différent, avec une restauration plus importante. Alors, la chance qu'on a au Mama par rapport à la concurrence, et tout le monde s'y est mis, Marriott avec Moxy Edition, Hilton a aussi choisi Moto, Tempo, Canopy, enfin voilà, chacun a lancé ses marques lifestyle. Voilà. Simplement, la plupart d'entre eux, ils pensent qu'il suffit de mettre 2 baby-foot, 2-3 graffitis pour... Ça vous rappelle quelque chose, ça, voilà. quand on a voulu mettre ça dans les entreprises, hein? Je te vois sourire, Rémi. Et d'ailleurs, moi, mon grand regret, c'est que quand on a commencé avec les baby-foot, c'est Stark qui a eu l'idée, on aurait dû racheter une boîte qui s'appelle Bonzoni, qui ne marchait pas bien, et dont on a fait la fortune, parce qu'aujourd'hui, les baby-foot, il y en a dans tous les bureaux, dans tous les hôtels, les bons, les mauvais, les merdes absolues, chacun a son petit baby-foot et pense qu'il est devenu lifestyle grâce à son baby-foot. S'acheter une bonne conscience avec le baby-foot. Cette tendance, évidemment, il y a eu l'effet Covid. Qu'est-ce que ça a changé, ou plutôt qu'est-ce que ça a accéléré aussi dans ces bascules, Serge ? Écoutez, au moment du Covid, on nous a dit le tourisme c'est mort, l'hôtellerie c'est mort, l'aérien c'est mort, les gens ne voyageront plus. Je crois qu'un an ou 2 ans après, c'est reparti, les hôtels sont pleins, les prix ont explosé, les avions sont pleins, Airbus n'arrive pas à fournir les avions nécessaires aux commandes. On a une formidable envie de voyager. D'ailleurs, maintenant, on nous dit l'enjeu, c'est le surtourisme. Donc, c'est le truc dans l'autre sens. Les gens ne seront jamais contents. Voilà. Donc, oui, les choses ont changé. Le monde est en train de changer. Et on essaye d'avoir un petit quart d'heure d'avance sur ces attentes. Tu dis toujours un petit quart d'heure d'avance, mais pas trop, hein ? Oui, ça, c'est mon père qui m'avait dit ça. Parce que le club avait lancé dans les années 60 les croisières. Et c'était trop tôt, et le club a failli en mourir. Et Gilbert m'a dit de ce jour-là, prenons un quart d'heure d'avance, mais pas trop d'avance. En 60, dans les croisières, il avait 20 ans d'avance, ce qui était beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, les croisières connaissent un boom formidable. Voilà. Donc moi, j'essaye d'avoir un peu d'avance, parce que c'est plus marrant d'être en avance que de copier les autres, mais pas trop, parce que quand vous avez trop, ça ne marche pas non plus. Alors l'aventure Mama Shelter, on va commencer à en parler, puis on y reviendra tout à l'heure, après avoir parlé des autres développements. C'est l'homme qui crée, l'homme qui imagine avec ceux qui l'entourent, que tu es, Serge. Qu'est-ce que tu vois dans l'alchimie du club et dans l'alchimie du Mama Shelter? Tu commençais à en parler, le staff, les équipes. Je disais que tu avais comme leitmotiv de faire grandir les gens.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, nos métiers, c'est des métiers de metteurs en scène. Le métier d'hôtelier, dans le passé, c'était d'être dans son bureau, de gérer des ratios et de vérifier que les ratios sont respectés. Je crois que ce monde-là est dépassé. Je veux dire, avec Internet, avec les outils qu'on a, moi, tous les matins, j'ai tous les chiffres de la veille des mamas ou des hôtels sur lesquels on travaille. Et comme on est dans les métiers à coût fixe, on sait à peu près quels vont être les résultats. Par contre, ce qui compte aujourd'hui, c'est de raconter une histoire. Le génie de Gilbert, c'était de raconter en permanence des histoires autour du club. On l'a dans ce bouquin, voilà, dans ce livre. Hein. Et Mama ont raconté une histoire. Je veux dire, les Trigano sont sortis, on les a perdus et on pensait à eux en paréo dans les villages du club. Ils réapparaissent rue de Bagnolet dans un hôtel improbable avec un designer de génie. Ça raconte une histoire, ça intéresse les journalistes et c'est ça qui crée le buzz. Et à côté de ça, il faut mettre en scène des lieux. Je crois que la marque de fabrique de notre famille, c'est de trouver des lieux magique à l'époque de Gilbert, improbable à notre époque aujourd'hui quand on est rue de Bagnolet dans le fin fond du 20e arrondissement, mais de créer des univers et de faire vivre ces univers avec une décoration intelligente, pas prétentieuse, pas bling-bling, et puis surtout, encore une fois, en attirant des hommes et des femmes de talent qu'on recrute dans les villes où on s'implante. On a recruté à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, partout, à Lyon, des gars et des filles, on les forme. Et d'ailleurs, après, ils deviennent des ambassadeurs et ils tournent. On ouvre dans 2 jours un Mama à Dijon et c'est une fille qui a commencé à Bordeaux, à la réception, qui va le diriger. Voilà. Et c'est ça qui fait débute, notre histoire. pardon d'être trivial, Loufia et on peut devenir directeur. Hein. Ça c'est propre au monde de l'hôtellerie et ça a été accéléré dans les univers du club et l'univers du Mama. Le management, justement, on parle beaucoup de leadership avec nos amis, de compétences essentielles dans l'organisation. Ton regard par rapport à tout ça, et on parle beaucoup aussi d'attractivité, comment on attire les talents, comment on fait vivre un collectif. Comment tu vois les choses ? Et chacun les voit comme il le souhaite. Nous, ce qui fait qu'on a perdu du monde pendant le Covid, bien évidemment, un peu moins que l'industrie. Pour les raisons que tu as dites. Pour les raisons qu'on a dites. On les a retrouvés un peu plus rapidement que l'industrie. Donc, je ne dis pas qu'on est des génies, on est un peu moins mauvais que les autres. Et on a essayé, voilà, parce que c'est des petites boîtes, c'est des boîtes à échelle humaine, parce qu'ils savent qu'on les respecte, encore une fois, ce qui est important, ce qui n'est pas évident dans les univers de la restauration et de l'hôtellerie, qui vont grandir avec nous. Le Mama, aujourd'hui, c'est 17 unités dans le monde. Il y en a 10 en construction, il y en a une vingtaine en négociation. On ouvre dans 3 semaines Dijon, on ouvre dans 6 mois Dubaï, on va ouvrir Medellín, on va ouvrir Athènes, Casablanca, Tunis, Abidjan, Singapour. Voilà, parce que c'est un business model qui séduit les investisseurs et qui fait plaisir aux consommateurs, quoi. Voilà, c'est toujours le même sujet. On va revenir justement sur le coup d'accélérateur que t'a permis le groupe Accor. Tu citais les ouvertures prochaines. Je reviens à nos talents, aux collaboratrices, collaborateurs. Quand tu reçois un CV ou quand tu reçois une demande, qu'est-ce que tu regardes, toi ? Moi, je ne regarde rien parce que moi, je ne sais pas voir. Moi, il suffit que quelqu'un me dise qu'il a aimé mon père ou qu'il était au club et qu'il est gentil, je l'embauche. Et donc, je ne suis pas sûr d'être un très bon responsable de ressources humaines. Voilà. Donc, je laisse ça à mes fils, à des équipes spécialisées. Moi, je suis trop bon, trop con. Ah, mais tu me dis... Et donc, je ne sais pas faire. C'est vraiment vrai. Tu dis, alors souvent on parle des compétences comportementales et toi tu dis toujours, Serge, moi c'est les qualités de cœur que je recherche. Ouais, nous, pour être sérieux, ce qu'on recherche, c'est les attitudes et les comportements. Je crois que la technique, on peut l'apprendre et on le fait et on travaille là-dessus. On a une équipe qui forme les équipes. Par contre, moi je réunis systématiquement quand on ouvre un Mama et dans nos nouvelles unités, les Casa Barbare et autres, j'explique aux gens ce que j'attends d'eux. Et je parle beaucoup du service et de servir. Et je dis qu'on est dans des métiers de service. Et dans les métiers de service, il faut avoir envie de servir. Et s'ils n'ont pas envie de servir, qu'ils fassent autre chose. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'en France, servir,
on a souvent le sentiment que c'est un peu dévalorisant. On associe souvent service et servilité. Hein. Absolument, voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, si on trouve des gars et des filles qui ont envie de servir, sans être des loufias, encore une fois, je veux dire, avec le club a anobli ce métier avec les Géos, on l'a fait avec le Mama, voilà. S'ils ont envie de servir, alors il faut... et s'ils sont ces attitudes, quand les gens quittent le Mama, comme quand ils quittaient le club, ce qui retiennent le plus, c'est la gentillesse ou pas la gentillesse des géos d'hier et du staff d'aujourd'hui. C'est une attitude, c'est une aide quand on a besoin. Je veux dire, quand on voyage, on arrive à la réception, on est perdu, même si le voyage est court, même si c'est que 2 heures. Donc si la personne tire la gueule à l'accueil, si la personne est en train de regarder son ordinateur, te regarde pas et ainsi de suite, bon, bah, l'expérience est ratée. Donc il y a tout ce travail-là à faire, à s'assurer que les hommes et les femmes, c'est un métier où le regard est capital. Regarder les gens en face, les écouter, sentir qu'ils sont perdus, sentir qu'ils ont besoin. On avait mis en place des règles qu'on continue au Mama. Quand les gens arrivent, on fait la réception le plus rapide possible. Et après, on fait quelques mètres avec eux pour leur montrer le restaurant, leur dire voilà où est le restaurant, où est l'ascenseur. C'est bête, mais je veux dire, c'est pas évident. Enfin, plutôt que de rester derrière son desk et de dire c'est là-bas. Et dire c'est là-bas. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire. C'est ça qui fait la différence. Intéressant, hein, parce que ça peut faire un parallèle très, très aisé avec ce qu'on appelle, nous, l'intégration des collaborateurs ou des collaboratrices, ce fameux onboarding. Comment on intègre des nouvelles personnes dans des équipes, dans une entreprise. Le regard, tu disais, le fait de leur montrer, de les accompagner, et c'est ce que vous promouvez, vous, dans vos équipes et dans vos entreprises. On pourrait penser qu'il y a un paradoxe, parce que je reviens au club, il y avait quand même ce chef de village. On est en mode pyramidal, c'est le chef, et en même temps, on est dans l'horizontal. Et c'est ce que tu as recréé aussi au Mama. Oui, il y a une unité de commandement, une unité de lieu, une unité de temps, et ce chef de village hier, avec ses excès, son talent, sa folie, sa fougue, son travail, hein, c'est des hommes et des femmes qui travaillaient beaucoup. Et aujourd'hui au Mama, même combat, c'est beaucoup de travail que d'arriver à satisfaire des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des attentes différentes, qui ont des goûts différents. Mais c'est là-dedans qu'on réussit. C'est pour ça qu'on essaye d'ailleurs d'embaucher des hommes et des femmes d'univers différents, de couleurs de peau différentes, de religions différentes, au Mama, de diversité, quel que soit... je veux dire, il y a des lieux dans Paris ou autres, si vous êtes VIP, vous avez une très bonne table, si vous n'êtes pas VIP, vous pouvez toujours attendre pour avoir une table. Ça rappelle quelque chose, l'avenue Jean-Michel, hein? Au Mama, c'est l'opposé. Je veux dire, d'abord, les gars et les filles ne savent pas qui est qui, donc déjà, ça aide un petit peu. Il n'y a pas un fichier des super VIP. Et voilà, et c'est plutôt sur le sourire qui donne la bonne table ou pas la bonne table. Gentillesse. Hein. La gentillesse. Serge, tu parlais tout à l'heure du groupe Accor. La bonne idée, peut-être, oui, on peut appeler ça, le génie de Sébastien Bazin, c'est d'y avoir cru. Comment s'est fait la rencontre? Sébastien, quand il a pris la présidence d'Accor, je crois qu'il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il fasse évoluer la boîte, la faire grandir et la faire se diversifier. Il est venu 2-3 soirs au Mama avec son fils pour un anniversaire et ainsi de suite. Et un soir, on a dîné avec lui. Et nous, on avait à l'époque 4 Mamas. Il avait 5 ou 6 000 ou 4 000 hôtels Accor. Et nous, on s'était dit que si on restait entreprise familiale, on faisait un hôtel tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans au mieux. Et on allait, c'était l'époque où le lifestyle était en train de prendre, on allait être complètement balayé par les Hilton, les Hyatt, les Marriott et compagnie. Et donc, il fallait qu'on s'adosse à un groupe. On a eu la chance en Sébastien de trouver quelqu'un avec lequel on s'est entendu tout de suite. Il a pris une participation dans Mama. Et moi, ma seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, écoutez, ce qui se passe souvent quand un grand groupe prend un ticket dans une petite boîte comme la nôtre, quelques semaines après, il met un secrétaire général. Et puis le secrétaire général, tous les soirs, il appelle le siège pour dire, voilà, les Trigano, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et ainsi de suite. Et lui nous a dit, écoutez, moi, je vous laisse, c'est Jérémy, mon fils, qui était le directeur général. Je me mêle de rien. D'ailleurs, si je mets mes hommes, je vais tuer mon investissement. Donc je vous laisse, je vous laisse le gérer. Et c'est comme ça que ça réussit. Et j'ai appris d'ailleurs après que Sébastien a dû se battre contre son conseil d'administration qui était contre l'acquisition de Mama Shelter, estimant qu'Accor pouvait faire ça tout seul comme un grand. Et le génie de Sébastien, c'est de se dire,
À l'époque, ça a beaucoup changé entre-temps, on ne saura pas faire. Voilà. Donc il nous a laissé gérer. Il a essayé au début de nous refiler quelques vieux Novotel pourris pour en faire des Mama Shelter. J'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit non, il a accepté. Et puis après, ben, on a développé notre vie ensemble et c'est comme ça qu'on a accéléré le développement. Ça nous rappelle, Jean-Michel, Étienne Moujotte qui dit à Patrick Lelay, qui en dit mais pourquoi on ne fait pas ça avec la rédaction? Je parlais de 7 à 8. Hein, et donc Moujotte dit non, on va faire appel à l'équipe d'Emmanuel Chin. Mais non, mais on a des journalistes en interne. Et il lui dit ils ne savent pas faire. Donc on va faire appel à Emmanuel Chin et ses équipes. Et on voit les succès aujourd'hui avec Harry Roselmack. Serge, on a vu ces bascules. Et on va vers de nouvelles bascules. On va vers des bascules je parle sous contrôle de Rémi Boyer, le DRH de Korian, les bascules vers le grand âge. Là aussi, c'est se dire, avoir ce petit temps d'avance. Et raconte-nous l'histoire de Casa Barbara. C'est un nom qui t'est cher. Oui. C'est le nom de ma belle-mère qui a fini sa vie dans une maison de retraite en Allemagne et qui nous expliquait à quel point elle était heureuse dans ce lieu-là. Et Casa Barbara, ben, c'est mon grand âge à moi, de me dire qu'il faut préparer la suite. Et la suite, c'est effectivement... Alors, vous le savez, il y a plusieurs stades quand on vieillit. D'abord, on peut rester dans son appartement très longtemps. Puis après, il y a ce qu'on appelle des résidences seniors. Puis après, il y a les maisons de retraite médicalisées. Puis après, les EHPAD, là, c'est le début de la fin. Nous, on a pris le créneau des résidences seniors, qui est un mot horrible qu'il faut changer, en se disant qu'il y avait quelque chose à faire. Ça s'adresse à des hommes et des femmes qui vieillissent, qui très souvent se retrouvent seuls, qui ont perdu l'homme ou leur femme de leur vie. Et même si on a un bel appartement, on se retrouve seul à attendre la visite des enfants qui viennent ou qui ne viennent pas vous voir, à s'ennuyer, à regarder la télé, des programmes insipides, à bouffer des trucs dégueulasses et puis à mourir. Voilà. Et donc on s'est dit qu'il faut peut-être faire un truc qui soit créer de la vie, créer des lieux dans lesquels on puisse vivre pratiquement en vacances toute l'année. C'est un peu ça le Casa Barbara. C'est venez vivre à l'hôtel en vacances toute l'année. Vous avez votre appartement, une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire la cuisine. On vous fait le ménage. Et puis quand vous voulez, vous descendez. Il y a un bar, il y a un restaurant, il y a une salle de cinéma, il y a une salle de sport, il y a un salon de coiffure. Il y a des hommes et des femmes qui font vivre ce lieu. Il y a des gens qui viennent parler de métier. Vous allez vous-même être acteur. Vous allez peut-être demain avoir envie de transmettre ce que vous avez fait dans votre vie à des jeunes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance de trouver avec Sophie Boissard, la patronne de Korian, l'opportunité de faire un bout de chemin ensemble. Et on a annoncé samedi dernier, quand on a inauguré avec M. Estrosi la deuxième Casa Barbara à Nice, on a annoncé un partenariat avec un grand fonds français qui va développer une quinzaine de Casa Barbara. Et donc ça va être un trio, Korian, Atrim et la famille Trigano pour développer ce concept. Alors on ne change pas une équipe qui gagne. Là encore, tu casses les codes. Et Philippe Starck revient. Il ne revient pas dans les maisons de retraite, Philippe Starck. Ça ne l'intéresse pas encore. Non, je suis d'accord. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Non, il revient avec un nouveau concept d'hôtellerie qu'on est en train de lancer qui s'appelle OBaby. Voilà, ça c'est le troisième niveau. Casa Barbara, donc la première, on ne l'a pas dit, vous le savez peut-être, c'est à Levallois. Mais là encore, c'est casser les codes, de la même manière que pour OBaby. Oui, encore une fois, c'est... J'écoutais hier le responsable de Vinci, qui chaque fois que tu parlais de Casa Barbara faisait glups, qui se lance dans les résidences gérées. Voilà. L'enjeu aujourd'hui, c'est que ces résidences sont dans les mains de promoteurs immobiliers, qui sont des gens formidables dans la promotion immobilière. Ils ont encore des progrès à faire. Est-ce qu'il est là, Olivier? Je ne dis pas de mal. Moi, on a besoin des promoteurs et on travaille avec Vinci, on négocie avec Vinci des projets. Mais voilà, la promotion immobilière. Moi, je ne sais pas faire de la promotion immobilière. C'est un vrai métier. Chacun doit faire son métier. Gérer une résidence pour personnes âgées, quand on est promoteur immobilier, c'est pas évident qu'on sait le faire. C'est tout ce que je peux me permettre de dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de ces résidences sont quasi en faillite et tout est à reprendre. C'est une catastrophe parce que personne ne gagne de l'argent. Ils ont gagné de l'argent au moment de l'opération immobilière, mais après, dans la gestion, c'est pas ça. Donc là, la chance qu'on a avec Korian,
qui est un vrai spécialiste du grand âge et des soins, avec Atrim, qui est un vrai fonds intelligent, et puis avec nous qui avons un petit peu de savoir-faire. Voilà, c'est de faire quelque chose qui, encore une fois, va un peu casser les... il faudra du temps, hein, ça démarre lentement. Un peu comme Mama Shelter. Un peu comme Mama Shelter, voilà, il faudra un peu de temps, mais c'est la vraie tendance, c'est le vrai besoin, quoi, de casser la solitude, de ne pas vivre sa vieillesse seule, de le vivre avec d'autres gens. Moi, j'étais à Nice la semaine dernière, il y a déjà une douzaine de clients. Alors, il faut dire que la plupart d'entre eux, c'est soit des gens qui partaient en vacances dans les temps de Trigano, quoi, qui partaient en vacances au Club Méditerranée. Donc, ça crée un lien, il y a une continuité, ça crée un lien entre eux, ouais. et c'est assez sympa, et voilà, et c'est comme ça que c'est en train de repartir. Et Trigano Loves You, hein, c'est le titre du bouquin. On suit au fil du temps, au fil des années, cette aventure Trigano. Je commençais à en parler avec Philippe Starck. Oh Baby, là encore, un temps d'avance, Serge. Où est-ce que tu veux aller là? Un temps d'avance, je ne sais pas, mais l'idée, c'est de continuer sur les villes et d'aller un peu plus loin. Mama Shelter, c'est un business model qui marche très bien dans les grandes villes. Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Tu diminues en termes de nombre d'habitants avec Dijon. Moi, je crois qu'il y a une vraie carte à jouer sur les villes moyennes. Je crois que notre paysage est en train de se transformer. Je crois qu'on va quitter les grandes villes, en tout cas on va quitter Paris, entre autres, pour vivre différemment, et qu'il va y avoir un regain d'intérêt sur les villes moyennes, à la fois pour y vivre, pour y travailler, et pour y faire du tourisme, parce qu'on se plaint du surtourisme sur certaines villes. Il y a plein de villes en France magnifiques qui sont vides toute l'année et qui sont des merveilles à redécouvrir. Et dans ces villes, l'offre hôtelière est pour l'instant sans grand intérêt. Pareil, oui, hôtellerie indépendante ou standardisée. Pas dire du mal des hôtelleries standardisées, des magnifiques ibis qui est à travers toute la France. Mais disons qu'il y a quelque chose de nouveau à réinventer. Et donc on travaille avec Philippe Starck pour essayer de réimaginer une hôtellerie qui soit abordable. Donc tu es dans du 2-3 étoiles. 2-3, oui. C'est ça. Qui tiennent en compte les enjeux de l'environnement, c'est-à-dire construction en bois ou béton bas carbone, sachant que le bois c'est magnifique, mais en même temps les pompiers le refusent, donc c'est un peu compliqué. Tu as l'ancien patron de la Fédération du béton et sa directrice générale qui sont là. Et puis j'ai le maire de Bordeaux qui m'avait interrogé sur le bilan bas carbone du Mama de la rue de Bagnolet, sur lequel j'avais été nul et incapable de lui répondre. Donc pourtant, M. Juppé, vous avez dit... j'ai pas oublié la leçon ce jour-là. Et voilà, donc et là on prend le truc à l'envers, on démarre de ça, on démarre de cet enjeu, construire avec la meilleure approche sur l'environnement. Le rêve, c'est du bois. Philippe a dessiné des modules. C'est des modules qui sont fabriqués en usine et qu'on livre sur place. Voilà, donc ça c'est la théorie. C'est un peu comme la préfa en béton, hein. Ça évite les nuisances sur site. Exactement. Ça réduit le temps de construction. Le problème c'est que c'est plus cher et que c'est en même temps un peu plus compliqué parce que le problème c'est de trouver du foncier libre aujourd'hui et c'est un peu difficile. Donc on fera soit des opérations de ce type-là, soit il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que les bureaux sont en train de se vider. On travaille différemment et qu'il va y avoir de plus en plus de bureaux vides et qu'on va donc étudier la possibilité de réutiliser ces bureaux pour les reconvertir en OBB. Voilà, donc c'est un nouveau concept qui tient compte des enjeux de l'environnement, qui tient compte de la difficulté qu'on a à recruter du monde pour travailler en cuisine et autres, donc avec des enjeux de restauration différents, pareil avec la coupure, mais pas avec la coupure et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu là-dessus qu'on est en train de travailler et on a un fonds qui, à la différence de ce qui s'était passé au démarrage du Mama, qui a mis à notre disposition une certaine somme d'argent pour développer les 15 premiers. Voyager différemment, vivre la ville différemment, ça rappelle Jean-Christophe Romantin, le maire de Neuilly qu'on avait reçu dans DPA. C'est un vrai pari qui va avec ce que tu disais, hein, c'est-à-dire on fait moins de kilomètres, on redécouvre aussi la France. Hein. Oui, on nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion. Alors oui, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que les 4 voyages, non pas par an, hein, mais dans la vie. Oui. Je trouve ça un peu gonflé, honnêtement. Je trouve ça gonflé, je trouve ça ridicule. Et je trouve ça en plus malhonnête de la part de gens qui ont voyagé toute leur vie, qui ont tout découvert et qui aujourd'hui disent aux jeunes, il ne faut plus voyager. Vous aurez droit à 4 voyages dans la vie. Moi, je fais partie des privilégiés. J'ai à peu près tout vu, donc je ne suis pas touché. Mais pour mes enfants, mes petits-enfants et pour les autres, je trouve ça pas bien.
Et d'autant plus que Airbus va trouver des avions qui ne seront pas pollués, que tout ça va se transformer, et que voyager, ça fait partie de notre vie. Je dirais, est-ce qu'on a envie de rester toute sa vie dans sa ville? Moi, non. J'ai envie de voyager. Alors, c'est vrai qu'on fera sûrement des voyages plus courts, qu'on fera peut-être moins d'allers-retours rapides de 48 heures à New York ou de choses comme ça. C'est pour ça qu'on pense qu'on peut, en développant nos hôtels dans des villes à travers la France, qui est un pays magnifique, connaître un regain d'intérêt. Un maillage territorial qui a du sens. Avant de vous laisser la parole pour discuter avec Serge Trigano, Serge, on a vu en creux, et pas qu'en creux, ce que tu disais sur la capacité à attirer les talents, à les développer. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Pas être enfermé dans les procès, ça, tu en parlais. Message à adresser à toutes celles et tous ceux qui, on est dans le guidon, on s'interroge, et c'est aussi le but de DPA, c'est de lever le nez du guidon et puis de prendre un peu de hauteur. J'ai aucun message à faire passer. Moi, je vous raconte mon histoire. Vous en faites ce que vous voulez après. Moi, je n'ai pas joué les vieux cons donneurs de leçons et de conseils. Je ne sais pas, c'est pas intéressant. Chacun se fait son choix, se fait sa vie. Moi, je travaille d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon. Je connais maintenant à 77 balais mes faiblesses, et donc c'est pour ça que je m'entoure de gens qui font ce que je ne sais pas faire. Voilà. Et à partir de là, j'ai appris qu'à l'époque du club, je m'étais entouré de Benny Oui qui tous les jours me disait que j'étais le plus beau, le plus intelligent, le meilleur et le plus fort. La flagornerie, le turiféraire. Et qui du jour au lendemain, d'ailleurs, ont disparu totalement. Donc aujourd'hui, je m'entoure plutôt de gens avec lesquels je me bagarre et avec lesquels on est en opposition. C'est plus constructif et c'est meilleur. Serge Trigano, qu'on peut applaudir et remercier. Merci Serge. Super. Ça donne envie, ça, hein, pour débuter la journée. Qui veut réagir? Jean-Michel? Attends, Karine est juste derrière toi et elle va te donner le micro. Tu veux qu'on se présente? Oui, tout le monde te connaît, mais Jean-Michel Garrigue, je suis le garde du corps de Frédéric Ferrer. C'est un travail à temps plein. Serge, MamaWorks, vous nous en dites quelques mots? Oui, on avait développé un lieu de coworking, MamaWorks, qui maintenant fait partie du groupe Accor et avec leurs différentes enseignes. Et d'ailleurs, nos nouveaux bureaux rue des Capucines, c'est un MamaWorks, c'est un lieu de coworking avec face à l'Olympia, avec le design du Mama. C'est le bureau de design de Mama qui l'a dessiné. C'est une expérience qui va rester unique, ou c'est un concept qui va se développer parallèlement au Mama Shelter pur jus, si je puis dire? Ça, maintenant, la balle est dans les équipes d'Accor. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Je crois qu'ils vont le développer. Ils ont Wojo aussi en même temps. Et je pense qu'ils vont développer les différentes marques de coworking. Qui veut réagir? Qui a envie de... Voilà. Lionel? Peut-être une double question, à laquelle vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre, mais vous avez beaucoup parlé de votre père. Et le titre Mama Shelter me fait penser à maman. Donc, quel était le rôle de votre mère? Shelter aussi. Hein, voilà, exactement, dans cette réussite de la saga Trigano, en fait. Et peut-être de celle de votre femme aussi. On est tout le temps en famille. On dit que toujours derrière un grand homme, il y a une femme extraordinaire. Bon, c'est la chance qu'a eu mon père d'avoir une femme extraordinaire qui s'est mêlée de rien, mais qui s'occupait de la maison et de ses enfants. Et le peu de temps où il était à la maison, elle savait s'en occuper avec amour et dévotion. Et quand il nous a quittés, elle a réussi à garder le lien familial. Elle avait des vraies valeurs. Et je raconte dans le livre que, de temps en temps, on pète un peu les plombs, on a envie de se faire plaisir avec des voitures un peu chères ou des costumes un peu chers. Et elle avait le don de nous raconter sa jeunesse. Il vivait dans un petit appartement, la cuisine faisait office de salle de bain. Et donc, elle nous racontait un petit peu à quel point c'était difficile au début de sa vie et qu'il fallait qu'on fasse un peu gaffe, et ça remettait les montres à l'heure. Voilà, elle nous a inculqué des valeurs. Gilbert m'a inculqué le métier et ma mère m'a inculqué des valeurs. Voilà. Et mon épouse m'a apporté un sens du beau et de l'esthétisme. Elle m'a apporté cette partie-là. En tout cas, elle l'a donnée à ses enfants plus qu'à moi. Et c'est comme ça qu'on a fait des belles choses.
d'autres réactions. Peut-être j'aimerais bien que Rémi nous raconte, Rémi Boyer, Karine qui est juste là, nous raconte de l'intérieur, parce que Rémi, tu es en charge des ressources humaines pour le groupe Corian, et c'est vrai qu'à chaque fois que tu m'as dit, il y a Serge qui vient de l'intérieur, ce que ça a pu diffuser chez Corian à travers toi, à travers Sophie Boissard. Merci. Je crois que Serge parlait des 4 maisons Trigano versus les 4000 hôtels d'Accor. On est un peu dans cette problématique. On est effectivement un spécialiste de la gestion du soin, de la santé des personnes les plus fragiles. Et on a beaucoup d'établissements en Europe. Donc quand Serge est arrivé avec sa proposition, ça fait partie de cette logique de diversifier l'offre qu'on peut proposer. Je crois que Serge a très bien dit les différentes tranches d'âge. Je pense que tout le monde mélange tout sur le grand âge. Et on mélange des gens qui sont très, très âgés, près de la fin de vie, avec des gens qui sont plutôt en bonne forme, qui ont envie de retrouver du lien. Voilà, donc cette offre-là, Casa Barbara, n'existait pas chez nous, et c'est une rencontre entre effectivement Serge, Sophie, pour proposer quelque chose de différent. Voilà, donc c'est un peu une expérience de start-up dans la grande entreprise, puisque finalement Casa Barbara c'est une petite start-up dans une offre beaucoup plus large de prise en soin. Et effectivement au début il y a eu des surprises aussi chez nous, un peu comme finalement chez Accor, ce que Serge racontait, en disant est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va marcher. Mais en fait je crois que le fin mot c'est de comprendre ce qu'attendent les gens en fait. Voilà. Et c'est une vraie attente qui n'était pas adressée chez nous. Cette attente urbaine, cette attente de connexion, cette attente de vie différente, de liberté aussi, de réenchanter le grand âge, la fin de vie, avec une offre qui est près de la vie en fait. En fait, ce sont des lieux de vie, comme Serge l'a très bien expliqué. Donc voilà. Donc pour nous, c'est une start-up, c'est une expérimentation, c'est une aventure aussi, et c'est aussi une façon de changer un peu l'image en permanence dégradée du grand âge en disant on peut y arriver différemment, on peut avoir plein de styles de vie, de façons de passer sa fin de vie de manière agréable et connectée, urbaine, familiale, avec des activités qui ressemblent à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Serge a apporté qu'est-ce qu'a apporté Serge ? Tout ce qu'il vient de dire, en fait. Alors, passez-vous le micro parce qu'on n'entend pas, et après tu le reprends, Rémi. J'ai plus beaucoup de voix. Non, mais moi, la question que j'ai envie de poser à Rémi, c'est qu'est-ce que Trigano a apporté ? Parce que les grands spécialistes aujourd'hui du grand âge, c'est vous. Trigano ne l'est pas tellement, enfin à ma connaissance. Qu'est-ce qui vous a séduit dans leur démarche ? Serge l'a dit, nous on est spécialistes du soin. Donc ce qu'on apporte, c'est du soin tous les jours, toute l'année, et effectivement du soin plutôt médicalisé que du soin. Mais on a aussi du soin à domicile avec petit-fils, par exemple. Bon, ce qu'a apporté Serge, c'est tout ce qu'il a raconté depuis l'aventure Trigano, c'est-à-dire cette capacité à capter des besoins qui ne sont pas adressés aujourd'hui dans la société. Je crois que la meilleure réponse, c'est aller visiter une maison essentielle, traditionnelle de Corian, et aller visiter le Casa Barbara. Et vous verrez ce qu'on a apporté. On a une autre question. Charles-Henri. Charles Bessardézor, émérite HEC. Vous êtes une start-up pour le groupe Accor. Vous avez montré que le truc qui fait la différence, ce sont les hommes et les femmes. Est-ce que le groupe Accor, y compris les Ibis qui sont ici, le Mercure dans lequel on est, est-ce qu'ils apprennent de votre expérience sur ce plan-là, sur la prise en compte du facteur humain ? Je crois vraiment. D'ailleurs, au début du MAMA, je crois qu'on faisait 4 à 5% des recettes tous les soirs. C'était les gens d'Accor qui venaient dîner, faire des photos et essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que cet ovni du MAMA Shelter. Non, je crois que ça a beaucoup changé, même si je rigole là-dessus sur les Ibis, les Mercure et autres, ça a changé et c'est un peu nous, et puis c'est beaucoup Sébastien et la dynamique qu'il a créée dans l'entreprise, encore une fois. Aujourd'hui, donner une chambre, ça suffit pas, quoi. Je veux dire, voilà, il faut autre chose, il faut mettre un peu de vie, il faut que la chambre soit un peu gaie. Nous, on nous loge très gentiment dans un très bel hôtel qui est d'une tristesse à mourir. Voilà. Demain, il y a encore tout à refaire dans ces hôtels-là. La chambre, elle doit être un peu vivante, elle doit avoir un peu de vie. Voilà, moins normée. Moins normée, voilà. Et Accor est en train de le faire, honnêtement. Ils ont créé Ibis-Style. Ibis-Style, c'est rien plus que d'avoir piqué une partie du MAMA Shelter et de l'avoir mis sur les Ibis. Je veux dire, il ne faut pas se faire de cinéma. Ils l'ont fait comme ça, et ils l'ont plutôt pas mal fait, d'ailleurs. Moi, je crois simplement, si vous voulez, que là où il faut faire gaffe, c'est
il ne faut pas faire du lifestyle partout, ça ne veut rien dire. Il y a des fois, on a envie d'un hôtel traditionnel, un bon Novotel, bien propre, bien clean. Je n'ai pas envie de musique, je n'ai pas envie qu'on m'ennuie, je sais où est ma chambre, je sais comment est ma salle de bain et autres. Et puis il y a le lifestyle avec ses excès, sa musique, où maman, la musique est toujours un peu forte. Je me suis battu avec mes fils, ils m'ont dit que j'étais un vieux con, que j'avais rien compris et que ça faisait partie de l'enjeu. Voilà. Mais il y a des soirs, on n'a pas envie d'avoir de la musique très forte dans les oreilles. Et donc il y a de la place pour les deux hôtelleries. Simplement, ce que je crois, c'est que demain les médiocres vont mourir. Voilà, il y aura de très bons hôteliers classiques, il y aura de très bons dans le lifestyle. Tout ce qui est le médiocre, qui s'occupe vraiment pas, qu'on soit dans le lifestyle, dans l'hôtellerie haute, qui s'occupe pas avec dévotion de son client, disparaîtra. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis avec dévotion. Caroline, tu veux poser une question? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en haut, autrement. Pardon? Voilà, Karine arrive. Ah ben attends. Voilà, et après, on te passe la parole. Oui, bonjour, Caroline Naquet, groupe Manutan. Serge, vous expliquez dans votre livre assez bien les genèses du Mama Shelter, d'où venait le nom. J'avoue, je n'ai pas compris Oh Baby par rapport ensuite au concept que vous avez expliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est l'enfant de la Mama, quoi. C'est le bébé. C'est la suite de l'aventure humaine de Mama. C'est le petit bébé qui arrive. Parce que moi, je vous dis spontanément, je me disais, tiens, c'est une œuvre qui est orientée enfant. Et en fait, pas du tout. Sûrement. Papa Shelter ne devrait pas tarder à sortir. Allez, une question ici. Oui, merci encore pour ce témoignage. Vraiment, je dirais plein d'authenticité. Ici, Marc. Une question. Vous avez beaucoup insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la vraie confiance dans ce travail en famille, de la capacité à s'engueuler, hein, pour reprendre vos termes, et de manière parfois assez directe, comme vous le disiez. Comment vous transposez ça dans le monde des partenariats que vous concluez? Parce que quand vous travaillez avec Corian, quand vous travaillez avec Accor, hein, comment vous transposez ce fonctionnement sur effectivement une capacité à se dire les choses possible dans cet environnement familial, dans les partenariats que vous nouez? C'est la même chose, il faut qu'on puisse se dire les choses directement. C'est ce qu'on a fait avec Accor. On leur a dit quand on n'était pas d'accord avec eux, quand il y avait des sources de difficultés, entre autres sur les outils informatiques, on a eu pas mal de bagarres avec les équipes d'Accor. Voilà, avec Corian, pour l'instant, on n'a eu aucun souci et les choses se passent bien. Mais oui, moi j'ai appris qu'il valait mieux se dire les choses directement avec le temps, et donc que ce soit encore une fois avec Accor, avec le fonds avec lequel on travaille, avec demain Corian, voilà, leur dire nos points d'accord, nos points de désaccord, et après d'essayer de trouver un chemin ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Et on essaye de choisir nos partenaires, encore une fois, Corian et Accor, parce qu'on a le sentiment que c'est des boîtes dirigées par des hommes et des femmes qui ont l'écoute et qui ont envie de faire. Voilà, il y a des boîtes avec lesquelles je ne travaillerai pas, il y a des boîtes avec lesquelles je suis heureux de travailler. Je suis heureux de travailler avec Madame Boissard, avec Sébastien Bazin. C'est des gens avec lesquels je ne les vois pas beaucoup, mais quand on se voit, on a un vrai dialogue constructif. Tu faisais référence tout à l'heure, et puisqu'on parle d'expérience, de vivre des expériences, et c'est ce qui t'anime, de faire vivre aux gens des expériences, comme vous toutes et vous tous avec les salariés dont vous vous occupez, on n'a pas forcément au même moment, aux mêmes endroits, les mêmes envies en termes de vivre des expériences. Tu disais, il y a des moments où j'ai envie d'aller dans un hôtel un peu normé parce que j'y vais pour le business et pas de musique. C'est ça aussi dans une segmentation de l'hôtellerie, comme tu dis, en deux catégories en fait, alors qu'avant on avait plusieurs... Oui, enfin, il y a deux grandes catégories, après il y a des sous-catégories. Hein. Il y a deux grandes catégories, l'univers de l'hôtellerie classique, encore une fois, de toutes les marques traditionnelles de l'hôtellerie qui ont bien fonctionné jusqu'au début des années 2000. Il y a maintenant l'univers des marques lifestyle. Et d'ailleurs, chez Accor, Sébastien Bazin est en train de renforcer considérablement le pôle du lifestyle, puisqu'il a créé une division qui s'appelle Ennismore, dans laquelle il a placé Mama Shelter, 25e heure, qui est le même truc que nous, mais en version allemande. SBE, qui est le même truc que nous en plus haut de gamme, version américaine. Hoxton, même truc que nous, plus haut de gamme, version indo-anglaise, plus les bateaux qu'il est en train de faire avec et l'hôtellerie, avec les marques Orient Express. Voilà, donc on va... Et après, il y a des sous-segmentations, encore une fois, dans le lifestyle. Il y a du lifestyle de luxe, comme Edition chez Marriott. Et puis demain, il y aura du lifestyle plus économique, comme ce qu'on va faire avec OBaby.
quelle famille, Serge. Merci d'avoir été avec nous. Tu fais partie de la famille DPA. Merci beaucoup. Le bouquin. Ah, il y avait encore une question, pardon. Monsieur le Premier ministre, ah oui, ça peut être très intéressant d'avoir. Déjà, avant peut-être d'écouter votre question, Monsieur Juppé, oui, peut-être Bordeaux, revenons sur la rencontre. Je n'ai pas de question, je voudrais juste renvoyer l'ascenseur. Serge Trigano a dit du bien de Bordeaux, je voudrais dire du bien du Mama Shelter. Voilà comment ça se passe. Fin des années 90, début des années 2000, la ville se transforme, je parle de Bordeaux bien sûr, elle devient très attractive. Vous transformez la ville. L'offre, non, je n'ai pas dit ça, l'équipe transforme la ville, et le tourisme explose. Une friche urbaine en plein centre-ville, entre Mola, la cathédrale et la mairie. Un immeuble sans beaucoup de caractère architectural. Qu'est-ce qu'on y fait? Première proposition de mes services, on a besoin de bureaux, on va étendre les bureaux de la mairie. C'est un endroit où il y avait un centre commercial qui périclitait, c'était la mort assurée. À partir de 18h, il ne se passe plus rien, ni le samedi, ni le dimanche. Coup de chance, Serge Trigano m'invite dans le 20e arrondissement et je vais voir le Mama Shelter. Je vois un lieu chaleureux, vivant, où la musique est un peu forte, je confirme, etc. Et je dis, je veux ça à Bordeaux, et on l'a fait, et c'est un succès formidable. Il n'y a pas que les touristes qui y vont, les employés de la mairie vont bruncher le dimanche. Merci en tout cas. Voilà, et c'est sur ce merci d'Alain Juppé que je réitère les remerciements. Merci Serge, merci d'être avec nous. Serge Trigano, un grand monsieur, on est ravis qui nous accueille dans sa famille et on est ravis de le compter dans les membres de la famille DPA.